Bonjour à tous. On enchaîne. Voilà, on a un rythme très dense de conférences. On a la chance d'avoir beaucoup de sujets passionnants et d'intervenants de haut niveau. On va adresser maintenant les nouvelles pratiques de parcours de soins coordonnés, des nouveaux usages qui sont soutenus par l'innovation digitale. Alors, les pratiques de soins coordonnés, c'est devenu un enjeu clé de la transformation de notre système de santé, qui repose sur la collaboration active des professionnels de santé autour de leurs patients. Une collaboration active, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire très concrètement qu'on se met à avoir des médecins, des infirmiers, des kinés, des médecins, des aides-soignants qui commencent à travailler de manière collaborative pour adresser des grands enjeux, les déserts médicaux, le maintien à domicile des personnes âgées, le virage domiciliaire, tout ce qui va être l'avant, le pendant, après l'hôpital, l'hospitalisation. Donc voilà, il y a des enjeux qui sont quand même maintenant assez structurants et on va voir que finalement, on peut les adresser aussi en travaillant différemment. J'ai le plaisir d'accueillir le docteur Nemanja Milenkovic, directeur médical de CGDIM Santé. Merci David. Guylaine Alajoanine, présidente de l'Académie francophone de télémédecine et de e-santé, présidente du Haut Conseil français de la télésanté. Bonjour Guylaine. Ainsi que Julie Lagrave, co-directrice de l'innovation, de la recherche et de la transformation numérique à l'Agence régionale de santé Île-de-France. Bonjour Julie. Et le docteur Bernard Castells, praticien hospitalier au CHU d'Orléans, mais il a œuvré dans moult endroits, il a une très grande expérience sur tous ces sujets qu'il va partager avec nous. Bonjour Bernard. Voilà, le système de santé il est en perpétuelle évolution pour répondre à un besoin croissant de temps médical. Et vous le savez, on a de plus en plus de départs à la retraite, aussi des professionnels de santé. Donc le temps médical est devenu une ressource rare et précieuse. Donc probablement aussi que la coordination est un moyen d'y pallier, d'y contribuer, d'y remédier. Donc il faut qu'on soigne notre système de santé. On a beaucoup parlé des patients et finalement on va peut-être s'intéresser au système de santé en tant que tel et notamment sur les territoires. Les soignants, les acteurs de la collaboration du système de santé, ils ont besoin d'être soignés avec du numérique, soignés avec de la formation. Et finalement, Guylaine, toi qui as beaucoup d'expérience sur les usages de la télémédecine, tu as été et tu es toujours une pionnière. Peux-tu nous rappeler les grandes évolutions des pratiques dans la télémédecine ? Avec plaisir. D'abord, bonjour à tous. Parlons d'abord d'objectifs. D'objectifs qui va être naturellement centré sur la personne. C'est indispensable pour un égal accès aux soins. Je voudrais dire, c'est ça mon commencement. Donc, grâce à l'apport des nouvelles technologies, on va pouvoir répondre à la question angoissante, mais qu'est-ce que j'ai n'importe où, dans n'importe quel endroit, et même dans les endroits les plus isolés. Ça, c'est pour le soigné, j'oserais dire, et pour le soignant. Mon cher confrère, qu'est-ce que je peux faire dans ce cas-là ? Voilà déjà deux questions fondamentales. Alors, l'histoire. Oh, très simple. On nous dit que la télémédecine est née avec le téléphone. D'autres vont vous dire qu'elle est née, avec la ENEC pour son stéthoscope. Moi, j'oserais dire beaucoup plus simple. Elle est née avec le besoin. Elle est née avec le besoin dans les pays de grande distance, mais aussi dans nos coins complètement isolés. Vous comprendrez, je suis de la Creuse, donc vous avez tout saisi là. Donc la télémédecine, on a coutume de dire que c'est faire voyager les données plutôt que les patients. Alors peut-être rappeler quand même, comme je n'ai que 3 minutes, je fais du concentré, t'as compris. Je te surveille. Je fais du concentré. Donc l'OMS, je vais quand même vous donner la définition de l'OMS en 97. La partie de la médecine qui utilise la transmission par télécommunication d'informations médicales en vue d'obtenir à distance un diagnostic, un avis spécialisé, une surveillance continue du malade, une décision thérapeutique. Alors, soyons humbles. Soyons humbles, à l'heure actuelle, on a tout ce qu'il faut au point de vue technologie. C'est au niveau de l'environnement.
C'est notre niveau, et on en parlera tout à l'heure. J'ai vu que tu me l'as marqué. C'est au niveau du pascalien. Alors, l'évolution, la télémédecine, très simple là encore. Oui, la Creuse, vous voyez, la paille qui sort des sabots, très simple. La télémédecine, elle a pratiquement suivi la même évolution que les télécommunications. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais que tu es né avec le téléphone, Bell. Okay, mais il y a eu un Big Bang. Ça a été la Covid, ça a été la pandémie. Rappelez-vous, la première semaine de 2019, la première semaine de mars 2019, on avait 10 000 téléconsultations. Première semaine de mars 2020, tu sais combien? Suis-moi. Je regarde si le public suit. Oui, ok, 1 million. Et là, véritablement, le virage a été... Oh, j'en ai même pleuré, pour tout vous dire. Au bout de 30 ans où j'ai crapahuté un peu partout, écoutez le directeur général de la santé, le professeur Jérôme Salomon, vous dire « Mais la télémédecine est devenue fondamentale. » Ah, là, on s'est dit, il y a quelque chose... Il y a un truc qui se passe. Hein. La colline a bougé. Donc, en quelques mots, et là, pour finir, parce qu'il ne me reste plus que 30 secondes, après la pandémie, c'est bien beau ça, mais le gros problème, le grand fléau, c'est aussi les déserts médicaux. Alors, je vous rappelle quelques chiffres, très vite. 11 300 communes, 8 millions de personnes. C'est un véritable fléau. Je vais vous donner un simple exemple, et j'en finis avec ça. Hervé Lebras, j'ai fait partie du rapport du Sénat sur les déserts médicaux. Vous allez à la page 22 du rapport du Sénat. Vous allez en haut de la page. Hervé Lebras, vous voyez la belle carte de la France avec tous les déserts médicaux. Et vous lisez quoi? Vous lisez que la cartographie des gilets jaunes est la même que la cartographie des déserts médicaux. La messe est dite. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on appelle la diagonale du vide. Bon, ben voilà, j'en finis là. Il nous reste pour l'avenir autant d'audace que de prudence, mais c'est pas gagné. Non, il y a tout reste à faire, c'est l'occasion d'en parler justement. Et alors, dans ta carte, tu as ta grande diagonale, mais au milieu, il y a l'Île-de-France. Et l'Île-de-France, c'est aussi un désert médical. C'est le premier. Julie, du coup, l'ARS, elle s'en préoccupe, elle lance beaucoup d'initiatives autour de ces sujets de coordination. Alors effectivement, l'Île-de-France est un grand désert médical. On a 62% de la population qui est dans un désert médical aujourd'hui. Donc une de nos façons d'agir pour lutter contre ces déserts médicaux, c'est justement de stimuler l'innovation. Et pour ça, on a plein d'initiatives complémentaires. Donc des initiatives autour des outils numériques. On a beaucoup d'outils numériques qu'on développe, à la fois des outils nationaux, on a parlé de Mon Espace Santé dans la conférence précédente, mais également aussi des outils régionaux autour de la coordination des parcours qui sont vraiment indispensables, notamment l'outil Terri-Santé en Île-de-France qui a permis de développer des parcours de coordination. J'y reviendrai peut-être dans la suite de la présentation. On a également lancé plusieurs appels à projets parce qu'un de nos objectifs en tant qu'ARS, c'est de faire en sorte que l'innovation se diffuse vraiment très largement. Parce que la technologie existe, vous l'avez dit, la télésanté par exemple, l'IA, les données, tout ça, ça existe. Mais une de nos préoccupations, c'est de faire en sorte que les acteurs du système de santé s'en saisissent et traduisent ça dans leurs organisations de manière très concrète. Donc, par exemple, l'année dernière, on a lancé au niveau de l'ARS 2 appels à projets. Un appel à projet sur l'innovation basée sur des outils technologiques, sur des innovations qui avaient déjà fait leurs preuves, comme la télésanté, comme l'intelligence artificielle. Et c'est un appel à projet qu'on a ouvert à l'ensemble des acteurs du système de santé. Parce que quand on pense innovation, on pense plutôt classiquement aux grands centres hospitaliers ou même au CHU. Et nous, notre préoccupation, c'est aussi de faire en sorte que tous les acteurs s'en saisissent, donc les acteurs de ville, les CPTS, les EHPAD. Et c'est vraiment un des constats qu'on a fait quand on a lancé cet appel à projet, c'est de voir qu'on avait un engouement vraiment extrêmement fort de l'ensemble des professionnels, établissements de santé bien sûr, mais aussi tous les autres professionnels que je viens de citer. Et on avait une fenêtre d'appel à projet assez courte de 2-3 mois. On a eu plus de 80 candidatures, ce qui prouve vraiment que les acteurs sont prêts à se saisir de ces outils.
On a lancé également un autre appel à projet qui s'appelle Startup d'État et qui permet de créer des outils numériques sur la base d'initiatives d'acteurs de terrain, donc là aussi ouvert à tout le monde. On a eu là aussi beaucoup de candidatures et ça permet vraiment de créer des outils qui correspondent à des besoins du terrain. Pour citer quelques exemples, on a développé un outil numérique pour équiper les équipes de terrain qui vont faire des maraudes auprès des publics, des personnes à la rue. On a développé une start-up d'État qui s'appelle OSE pour lutter contre les addictions à l'alcool, pour faire une auto-évaluation de sa consommation à l'alcool et de mettre en place derrière des parcours. Des exemples, je pourrais en citer plein, je pourrais y revenir après. Mais pour dire que vraiment dans des domaines très variés, le sanitaire, le médico-social et dans tous les secteurs, il y a vraiment des initiatives qui se mettent en place et qu'on essaye de soutenir de manière forte. On a également beaucoup d'expérimentations article 51 en Ile-de-France. On en a 40 aujourd'hui. Là aussi, dans des secteurs très variés qui montrent que les acteurs sont prêts à se saisir à condition qu'on les accompagne. Et c'est ce qu'on fait au niveau de l'ARS avec un accompagnement méthodologique et financier. Très dynamique et on l'oublie souvent, la région Île-de-France est un des grands déserts médicaux. Il y a Paris, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Du coup, par contre, dont on sait que c'est un territoire qui est beaucoup en difficulté, on en a beaucoup parlé dans les médias d'ailleurs, autour de l'hôpital d'Orléans, de la gestion des urgences. Et du coup, Bernard fait partie des gens qui sont venus aider à soigner le système de santé. Donc du coup, Bernard, comment ça se passe à Orléans? Il y a des besoins qui sont très concrets. Alors Orléans, c'est une histoire particulière puisque à la fin du premier quinquennat de M. Macron, on a décidé de transformer l'hôpital d'Orléans, qui était un CHR, en le transformant en CHU. Et grâce à ça, on a eu droit à une mission de l'IGAS qui nous a classés premiers de tous les déserts médicaux français. C'est-à-dire Belle que performance. Effectivement, dans le Loiret, il y a 50% de moins de professionnels de santé en général, y compris les aides, etc., que sur tous les autres territoires de santé en France. Voilà, c'est l'IGAS qui le dit, donc je le crois. Un enjeu, quand on parle de coordination, c'est que pour coordonner, il faut quand même un minimum de praticiens, en tout cas d'acteurs. Et ce qui est certain, c'est que le numérique, c'est une vraie réponse dans non seulement les déserts médicaux, mais dans le système de santé territorial qui a besoin des soignants, bien sûr, de ceux qui sont diplômés pour être soignants, mais qui a besoin d'énormément d'acteurs qu'on appelle des acteurs de support, c'est-à-dire les soins de support, c'est la diététique, la psychologie, etc., le prof de gym. Donc à ça, le numérique va nous servir à chaîner ces acteurs pour des coordinations futures sur des maladies chroniques. Alors du coup, Nemanja, le digital, c'est finalement un moyen pour rapprocher, raccourcir l'espace, le temps. Et le digital, ça vous connaît chez CGDIM Santé, c'est une source d'innovation dans la collaboration. Ah oui, clairement David, ça fait 50 ans qu'on accompagne effectivement les professionnels de santé. Un demi-siècle. Exactement. Qu'on les équipe, donc on connaît très bien leurs besoins. Notre objectif à nous, c'est de rester proche d'eux avec des solutions qui leur permettent de gagner du temps. Parce que l'objectif, et ce qu'on comprend ici, c'est que c'est le gain de temps, typiquement la pierre angulaire de cette coordination. Le nombre de praticiens, il ne va pas bouger du jour au lendemain. Donc il faut gagner du temps. Et on a la chance de pouvoir d'équiper plus de 100 000 praticiens médicaux et paramédicaux avec nos solutions. Donc l'objectif pour gagner du temps, c'est de réfléchir, d'avoir des outils ergonomiques qui répondent à leurs besoins, de pouvoir intégrer l'ensemble des téléservices qu'ils peuvent utiliser au quotidien de façon très ergonomique. Donc l'objectif pour nous, c'est pendant ces 50 ans, ça a été d'évoluer avec les pratiques et avec les praticiens, tout en ajoutant de façon intelligente tout ce qui était demandé, toutes les exigences, tout le réglementaire, dans une question de gain de temps principalement. Et donc ça se traduit par quoi? Ça se traduit par le fait d'équiper nos professionnels de santé avec des outils en ligne, mais aussi avec des outils en premise. Ça se traduit aussi par le fait de pouvoir coordonner la pratique entre ces différents professionnels de santé par le biais des outils CGDIM Santé, mais aussi de pouvoir intégrer par exemple la base Claude Bernard qui est aussi chez nous. Donc on internalise énormément de choses chez CGDIM Santé.
notamment cette base, notamment les feuilles de soins électroniques. Aujourd'hui, on est sur un taux de transmission qui représente 50 millions de feuilles de soins électroniques par an. Donc l'objectif pour nous, c'est d'intégrer les besoins que l'État peut nous soumettre et de faciliter l'utilisation de ces modules. Donc tu cherches à réconcilier tout le champ réglementaire, qui n'est pas toujours très simple dans le domaine de la santé, avec la simplicité d'usage. Donc finalement, pour que ça soit le plus simple au quotidien, tu as quelques exemples de solutions simples, justement, que le professionnel de santé peut utiliser, que ce soit un kiné, un infirmier, un médecin ou voilà, enfin, tout type de paramédicaux, idéalement. On peut par exemple discuter de l'alimentation du DMP. Dans nos logiciels, on a facilité cette alimentation en rendant automatique le fait de générer les documents qui vont venir s'indenter dans le DMP. Donc il y a un très peu d'efforts, puisqu'on est en capacité de collecter toutes les informations qui sont dans le dossier patient, de les structurer au bon format et d'alimenter le DMP. On a aussi des outils de coordination entre professionnels de santé comme Maya Connect, qui nous permet effectivement de façon gratuite, qui est distribuée à tous nos professionnels de santé, de pouvoir se coordonner entre eux avec des messageries instantanées de santé. Du coup, Guylaine, pour toi, on ne peut pas parler de parcours de soins coordonnés sans penser à l'environnement du quotidien. On ne peut pas les détacher, les deux. On ne peut pas juste raisonner médical par médical et pas s'intéresser à ce qui se passe à la maison, à l'EHPAD, enfin, dans la vie des gens. On va revenir dans la Creuse. Voilà que la voisine, Madame Mucmuche, vient de se faire opérer vendredi soir. Elle sort de l'hôpital, elle rentre chez elle, on est le week-end. Et là, nos médecins, il n'y en a pas dans le coin. Okay. Donc c'est l'infirmière qui va s'occuper d'elle. Eh bien, grâce à l'apport des nouvelles technologies, avec tous les capteurs qui permettent de prendre les paramètres médicaux vitaux, on va pouvoir la suivre. L'infirmière va pouvoir la suivre, mais, et voilà, elle a été opérée du cœur, voilà, elle a un problème. Comme disent les infirmières, nous, on a 3 ans, 5 ans pour les IFA, etc. On n'a pas 9, 10, 11, 12 et plus d'années d'études. Donc, faire à distance et de se rassurer à distance, voilà qui est extrêmement important au niveau de l'environnement. Donc l'apport des nouvelles technologies, c'est aussi donner une réponse à ces angoisses. J'ai bien aimé tout à l'heure ce que vous disiez, parce qu'on oublie souvent tout ce qui est psy, tout ce qui est pathos, tout ce qui est où il faut le rassurer. Eh bien, allez, ma petite sœur, Parkinson dans la Creuse, eh bien, quand je lui ai fait installer tous les capteurs avec une valise de télémédecine à Kit SOS, d'un seul coup, ça allait mieux. Elle dormait mieux la nuit. Elle était rassurée. Donc, il ne faut pas toujours voir les innovations, faire les plus belles machines, Non, il faut regarder qu'au bout du bout, que ça serve, que ça soit le moins cher possible pour qu'il y ait le moins à débourser de sa poche et que ça soit le plus efficace possible pour le patient. Il ne faut pas l'oublier, le patient, dans cette histoire. Nemanja, tu as une vision assez claire de l'organisation de la coordination. Toi, tu vois cela par couche. Oui, exactement. On peut imaginer effectivement la notion de coordination, et là je parle effectivement d'un point de vue éditeur de logiciels. On a cette coordination qui fonctionne par l'interopérabilité entre les logiciels entre eux, qui permettent de faire communiquer un MED et un paramètre, de pouvoir alimenter des dossiers patients dynamiques. On a cette première couche d'interopérabilité qui est nous aujourd'hui au sein de Cegedim Santé avec nos solutions, mais aussi demain les autres producteurs de LGC. On a un deuxième niveau de coordination qui est la coordination par les services socles qui sont produits par l'État, donc aussi bien le DMP que la messagerie sécurisée de santé. Ce qu'on essaye aujourd'hui d'atteindre avec les vagues du Ségur, et sur lesquelles effectivement on planche tous perpétuellement, et on attend les prochaines vagues. Et la troisième et dernière couche de coordination, qui est celle de demain, concrètement, qui est la coordination synchrone par l'utilisation de la donnée. C'est-à-dire sortir d'une logique de coordination par le biais des documents, ce qu'on fait aujourd'hui, ce qui rappelle effectivement la pratique pour chaque médecin qui a eu
un internat hospitalier, de se retrouver devant la grande armoire à l'hôpital avec tous les dossiers patients et on passe plus de temps à faire de la littérature qu'à du soin. Essayer de comprendre qui a demandé une scintigraphie, pourquoi les documents sont là ou pourquoi c'est mal classé. Et demain, c'est d'arriver sur cette coordination par la donnée qui est une coordination synchrone, c'est-à-dire que tous les participants du cercle de soins du patient et de son parcours peuvent alimenter un dossier central et avoir l'exhaustivité des informations de façon assez simple et assez ergonomique. Et donc, oui, sécurisé, on va dire. Et du coup, Julie, pour toi, qu'est-ce qu'il faut en termes de coordination autour du domicile? Quels sont finalement les leviers? Il y a des outils nationaux, l'ENS, mais il faut aussi agir localement sur le suivi des maladies chroniques. Donc, il faut faire un peu le grand écart. Il faut réconcilier le domicile, les enjeux territoriaux, les enjeux nationaux. Et du coup, comment vois-tu ce grand écart? Comment est-ce qu'on va le gérer? Effectivement, la question du maintien à domicile est une question centrale parce que on est dans un contexte de vieillissement de la population déjà avec un besoin et une aspiration légitime des personnes de rester le plus longtemps à domicile. Mais même en dehors de cet aspect vieillissement, il y a une aspiration de chacun à pouvoir rester à son domicile le plus longtemps possible. Donc pour ça, on s'appuie beaucoup sur les outils numériques et les outils nationaux et mon espace santé, vous l'avez dit, je ne reviendrai pas. Et j'aimerais citer juste quelques exemples de ce qu'il est possible de faire. Le centre hospitalier d'Argenteuil, par exemple, s'est basé sur l'outil régional de coordination e-parcours et a commencé au moment du Covid en faisant le constat que vous connaissez tous, que les hôpitaux étaient saturés, qu'on n'avait plus la capacité d'accueillir les patients à l'hôpital. Donc via cet outil régional de coordination, des filières de soins se sont créées pour permettre l'oxygénothérapie à domicile. Et donc l'outil numérique permettait là aussi de sécuriser à la fois le patient et les professionnels qui les prenaient en charge en mettant en place via cet outil un suivi des patients à domicile. Ça a bien marché, ça a permis de créer des liens qui n'existaient pas avant entre l'hôpital, la ville, les dispositifs d'appui à la coordination du territoire, les infirmières libérales du territoire. Et fort de cette expérience, cette initiative a été poursuivie après le Covid et généralisée à d'autres filières de prise en charge. Donc, aujourd'hui, il y a 7 filières qui fonctionnent selon ce modèle-là. C'est basé sur les urgences du centre hospitalier d'Argenteuil et des parcours en cancéro, en gériatrie, en diabéto se sont mis en place avec cette coordination au niveau local sur la base d'outils numériques. Donc essentiellement via l'outil de coordination régionale e-parcours, mais aussi en prenant les bons outils au bon moment du parcours. Donc mon espace santé pour avoir accès à l'historique médical du patient dans le DMP, les messageries sécurisés de santé pour communiquer entre professionnels, etc. Donc c'est vraiment un exemple d'outil qui montre que la coordination via le numérique fonctionne. Je pourrais citer beaucoup d'autres exemples. On a un projet qui s'appelle Vigiage pour les personnes âgées, justement pour permettre le maintien à domicile des personnes âgées de plus de 70 ans via des outils de télésurveillance et via des organisations entre l'EHPAD et entre les intervenants qui vont au domicile du patient. Donc du coup, Bernard, quand on met en lien les acteurs entre eux, comme l'a cité Julie, on observe des gains réels sur la pression aux urgences et sur le programmé. Tu as des chiffres, des statistiques. Tu l'as déjà mis en œuvre, toi, au CH de Valenciennes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand la coordination est effective, alors ça peut être papier-crayon, on n'est pas forcément, on passe pas toujours par le numérique, mais le numérique va accélérer ce phénomène. On s'aperçoit que effectivement la pression sur les urgences, et à Valenciennes on l'a fait, diminue d'environ 15%. C'est-à-dire qu'en l'espace d'un an, on a supprimé ce qu'on appelait les cellules de crise des jours où l'hôpital était en tension. Pourquoi ? Parce qu'on avait une vision à 5 jours de la quantité de patients qui arrivaient, où on nous disait de toute façon on est là, c'est pas grave, la quantité peut changer, de toute façon on fera notre métier. Ben non, parce que quand on connaît les chiffres et quand on a accès à ces datas, du coup on prend conscience d'un certain nombre de choses. Et puis deuxième aspect qui est très important, on parlait de télésanté, de téléconsultation, il faut quand même savoir que là on a un vrai enjeu, et c'est pour ça que les gens viennent aux urgences au lieu d'être pris en charge chez eux, c'est que ceux qui bénéficient ou qui ont bénéficié, y compris pendant le Covid, de la téléconsultation, c'est quand même ceux qui avaient accès à leur ordinateur, au web, et qui comprenaient le processus. Ceux qui sont complètement délaissés, et je parle de fourmis par exemple, dans le Hainaut-Cambrésis,
Cela, c'est encore l'enjeu que ces coordinations, si elles existent, c'est bien eux, la cible qu'il faut toucher. Du coup, tu avais aussi observé un impact sur le programmé de mémoire. Il y avait eu un effet positif. Oui, sur le programmé, parce que l'idée, c'était aussi de travailler sur les flux aux consultations. Alors, je résume ça avec une idée simpliste, mais qui peut être peut-être une idée intéressante. C'est qu'en fait, on travaille dans les consultations à l'hôpital pour remplir les 4 prochaines semaines le plus possible, puisqu'on a une tarification à l'activité et il faut que ça tourne. Et en fait, l'idée, c'était de prendre des modèles à 6 semaines pour le même genre de patients et voir comment on pouvait distribuer l'activité intra-hospitalière et en même temps la réguler par la coordination avec le territoire pour que les patients arrivent dans un flux différent. Et en fait, on s'aperçoit que sans algorithme, on a déjà une idée que ça peut effectivement réguler la tension et permettre des économies, pour le coup, structurelles à l'intérieur de l'hôpital. Et significative aussi, ces économies de temps. Du coup, alors, Julie, quels sont selon vous les personnels clés aujourd'hui et demain dans cette nouvelle forme de collaboration? Parce qu'on a parlé d'outils, mais finalement, vous qui êtes en première ligne, vous avez à l'ARS beaucoup d'expérimentation, de projets en cours. Finalement, toi, tu observes quel type d'acteurs qui sont le plus impliqués dans ces programmes de coordination sur les territoires? Quelles sont les populations les plus représentées? Alors, déjà, de manière générale, je le disais avant, ce qu'il est intéressant de constater, c'est que tout type de professionnels de santé montre un engouement quand même assez fort pour ces sujets d'innovation et d'innovation digitale. Cela dit, au travers des expérimentations qu'on met en œuvre en Ile-de-France, et notamment au travers des articles 51, des 40 projets articles 51 qui sont en cours de déploiement aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que les infirmières sont un profil particulièrement utile, entre guillemets, mais particulièrement mobilisé dans ces parcours, et notamment les infirmières de coordination. Là aussi, pour citer un exemple, on a un projet qui s'appelle C6, qui est porté par l'APHP, qui est un projet basé sur la télésurveillance pour les patients en insuffisance cardiaque sévère. Donc, outre les outils de télésurveillance en tant que tels, il y a évidemment des organisations qui se mettent en place autour de la prise en charge de ces patients et des délégations de tâches aussi, des tâches qui étaient habituellement faites par les médecins, qui sont faites aujourd'hui par des infirmières, ce qui permet déjà de rendre le métier de l'infirmière aussi plus intéressant et de soulager la charge de travail des médecins. Donc c'est vraiment un type de profil de plus en plus recherché, de plus en plus mobilisé dans les articles 51. Sinon, un autre type de profil qui a vocation, je pense, à se développer, c'est tous les profils autour de la médiation et aussi de l'inclusion numérique, parce que c'est un peu en toile de fond sur tous les projets qu'on a évoqués. On voit que si on veut que l'ensemble des patients, y compris les patients âgés, les patients peut-être un peu précaires et moins au fait de ces sujets numériques, puissent bénéficier aussi de toutes ces technologies, il faut qu'on les aide à s'en servir. Et c'est notre rôle aussi, nous, en tant qu'État, de favoriser cette inclusion numérique dans tous les profils qui visent à amener des gens vers le numérique, ou en tout cas à les aider à se saisir des outils existants, seront d'autant plus utiles dans les années qui viennent. C'est une source de clivage, donc il faut être prudent sur ce point-là. Du coup, Nemanja, il y a aussi des sujets d'adressage précoce. On a parlé de soins, mais on peut aussi intervenir très en amont grâce à la coordination. Je crois que tu as des sujets, par exemple, sur le cancer du poumon. Exactement. Oui. L'objectif, comme j'évoquais tout à l'heure, c'est au sein de CGDIM, on a cette chance de pouvoir avoir une multitude d'expertises. Et l'objectif pour nous aussi, c'est de mettre cette expertise à disposition dans les logiciels. Et effectivement, on parle de dépistage précoce de cancer du poumon. Aujourd'hui, on est sur des projets qui nous permettent, grâce à la donnée qui est saisie par les professionnels de santé, par le travail de l'algorithmique qui est produite par nos entités de CGDIM comme RESIP et BCB, de pouvoir implémenter, par exemple, les calculs de score PLCO et de pouvoir faire de l'identification de cancer du poumon à 6 ans. Auprès des patients. Donc au moment de la consultation, on va avoir tout un système d'alerting qui va mettre en évidence auprès du médecin le risque effectif de développer un cancer et d'ensuite pouvoir déclencher un adressage vers une structure hospitalière pour approfondir les examens.
Donc effectivement, c'est cette chance de pouvoir travailler sur ce type de sujet avec de la donnée qualitative et de pouvoir ensuite réfléchir effectivement à cette interopérabilité un peu 2.0 qui est sur du dépistage précoce et puis ensuite on peut imaginer plein d'autres choses derrière. On voit le potentiel est vraiment gigantesque. Il y a aussi des sujets de téléconsultation assistée, Nemanja, Exact. avec des EHPAD, C'est sur ça. les territoires, parce que sur le sujet de l'inclusion numérique, on l'a évoqué, pour tous les gens qui n'auront jamais accès à ce numérique, finalement, les aides-soignants, les infirmiers, les pharmacies, ça peut être aussi des vecteurs pour aider à réaliser des téléconsultations pour les personnes qui sont un peu moins à l'aise. Il y a pas mal d'expérimentations. Mais Guylaine, je sens que tu as envie de réagir. Vas-y, donne des chiffres. Oui, donc là, comme vous avez compris, on est en plein dans l'ingénierie intégrative. Alors, je vais vous donner très vite quelques chiffres d'économie pour les finances publiques au niveau du diabète, de l'insuffisance cardiaque et de l'insuffisance rénale. Je vais me parler de quelques milliers d'euros, je suis sûr. Hein? Je vais me parler de quelques milliers d'euros, je suis sûr. Gain par patient par an, diabète 925 euros, cible de patients 700 000, 648 millions d'euros. Insuffisance cardiaque, 1232 euros, 630 000 en cible de patients, 775 millions d'euros. Insuffisance rénale, 12 035, 22 265 millions d'euros. Ce qu'il faut retenir, c'est que par exemple en télésanté, 150 000 séjours d'économiser par an, ça fait combien? Plus de 4 milliards. En clair, tout cela permet, non seulement c'est l'apport de ces nouvelles technologies, ça ne coûte pas, ça rapporte. C'est bon pour notre système de santé, en fait. Oui, tu as tout compris. Mais alors, pourquoi on n'y va pas, Guylaine? Pardon? Pourquoi on n'y va pas? Enfin, on y va de plus en plus. C'est vrai qu'on danse le tango, un pas en avant, deux pas en arrière. Le problème à l'heure actuelle, c'est qu'un... Oh, j'oserais le dire. Il y a un manque, comme dirait Pagnol, comme dirait Marcel Pagnol, il y a un manque de volonté courageuse. C'est pas que ça marche pas, c'est qu'on se dit et pourquoi pas le faire. Donc, entre gitans, il ne faut pas se raconter la bonne aventure. C'est trop beau presque. Simplement, on a d'un côté, comment dire, allez, je vais oser le dire. C'est comme tous ceux qui ont refusé l'électricité et qui voulaient continuer à la bougie. Et là, vous avez des tas de marchands de candélabres. Eh bien, nous avons encore tout un pourcentage de marchands de candélabres qui ne veulent pas que l'électricité arrive. Alors, c'est bien dit, j'ai fâché personne là. C'est très très bien. Hein? On sent que tu ménages mais le je futur. vais quand même vous donner, là encore, pendant que j'y suis, quelques chiffres qu'on a fait avec l'association des maires ruraux. Je travaille beaucoup avec l'association des maires ruraux de France. Il faut vous dire qu'à l'heure actuelle, le délai d'attente pour avoir un rendez-vous sont de plus en plus importants. 54% des médecins généralistes disent qu'ils ont augmenté le délai de prise de rendez-vous. Les distances à parcourir pour accéder à un cabinet sont plus longues. En ruralité, plus de 15 km. Il n'y a plus de disponibilité pour les nouveaux arrivants sur la majorité du territoire. 53% des médecins généralistes refusent de nouveaux patients en tant que médecins traitants. Plus de 30% des Français résident dans les déserts médicaux. 45% des médecins généralistes sont en situation de burn-out. Les difficultés sont de plus en plus renforcées lorsqu'il s'agit de médecins spécialisés. 77% des médecins généralistes ont des difficultés à orienter leurs patients vers un spécialiste. Voilà les chiffres, on les a. Donc du coup, si je résume, on a des solutions, on a des besoins, on a plein de projets. Bernard, toi qui as réussi à mettre en place de manière très réaliste, très concrète, ces pratiques de coordination à large échelle, donc on sait que ça marche. Finalement, c'est aussi un enjeu d'échelle. Il faut pouvoir le passer à la bonne maille. Si on fait un projet qui reste trop limité, finalement, c'est difficile d'obtenir ces gains rapidement. Ce qui est intéressant à Valenciennes et qui va être à Orléans également, c'est de pouvoir directement raisonner sur une maille globale au niveau du territoire, sur un projet industriel.
Tout à fait, oui. On a une orientation de gestion populationnelle. Donc on essaye de réfléchir pour une population donnée sur un territoire donné aux différentes composantes pathologiques et voir comment ces composantes se répartissent sur le territoire. Donc moi, je suis tout à fait partisan de faire les choses, c'est-à-dire de ne pas attendre que, 1, on soit compris, que 2, on soit autorisé, que 3, on ait demandé la bonne subvention à la bonne personne, qui en général n'est pas la bonne personne. Et donc, moi, j'ai constamment une seule phrase du célèbre philosophe Nike qui dit « Just do it ». Donc, il faut y aller, il faut construire, il faut arrêter d'attendre. Et je pense que cette fameuse volonté courageuse dont vous parliez, elle ne peut qu'émerger, puisque, comme le dit souvent David, les gens adorent courir au-devant du succès des autres. Alors, quand même, peut-être un mot. Il faut des règles. Il faut des règles. Mais il ne faut pas que les règles soient des freins. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Du coup, on arrive au bout de cette table ronde. Je vais vous demander un petit mot de la fin. Pourquoi, selon vous, la coordination, c'est maintenant que ça va marcher? On sent, il y a vraiment une attente très forte. Les chiffres que tu as donnés sont quand même plus qu'éloquents. Donc Julie, selon toi, pourquoi c'est maintenant que ça va marcher? Alors déjà, une décision qui est annoncée par le ministre de la Santé hier, le passage dans le droit commun de la télésurveillance à partir du mois de juillet. Il a annoncé ça ici même. Donc voilà, ça va aider, très clairement. Mais, et selon toi, avec ton retour d'expérience, pourquoi ça va maintenant marcher? Ça va marcher parce qu'il y a des évolutions du cadre comme la télésurveillance qui font avancer les choses. Ça va marcher aussi parce qu'on met en place depuis plusieurs années beaucoup d'expérimentations et qu'on arrive dans une phase où ces expérimentations commencent à faire leurs preuves. Et je crois beaucoup à des démonstrations par l'exemple. Dire que ça va marcher, c'est bien, mais voir des exemples concrets, c'est encore mieux. Et avoir des professionnels de santé qui témoignent des succès, c'est vraiment ça, je pense, qui va faire en sorte que ça se déploie à large échelle. Donc moi, c'est vraiment la chose sur laquelle je compte principalement aujourd'hui, c'est de démontrer, notamment pour les articles 51, mais tous les projets innovants qu'on met en œuvre, de quantifier les bénéfices à la fois pour le patient, pour les professionnels, de les chiffrer financièrement aussi, et de montrer au travers de cette démonstration vraiment très concrète que ça marche. Nemanja, pour toi? Alors, juste un petit retour en arrière par rapport aux règles, par rapport aussi au fait d'avancer sans attendre qu'on nous les impose. Peut-être un petit état des lieux tout simplement, effectivement, sur le Ségur et sur le prochain Ségur qui nous attend avec le paramètre. Donc, c'est bien de fixer des règles, c'est bien de les écrire, c'est aussi bien de comprendre la réalité du terrain et de savoir comment ces règles sont censées s'indenter en fait dans la réalité. Et ça, c'est un petit peu la difficulté je pense que nos décideurs ont un peu de mal à faire atterrir. Et il n'y a pas que les règles, les normes, les standards, les terminologies, etc. Il y a l'usage aussi. C'est l'usage. Et c'est concrètement, ça c'est notre grand défi. Et c'est là-dessus qu'on planche, c'est là-dessus qu'on met tous nos efforts chez CGDIM. C'est être en capacité d'accompagner le professionnel de santé pour utiliser ces outils et pouvoir être embarqué en fait dans ces virages numériques. Parce qu'aujourd'hui, l'idée, c'est pas juste d'embarquer des règles, des téléservices, des services socles, c'est aussi de faire adhérer l'utilisateur qui est le professionnel de santé. Ouais, les professionnels et les paramètres. Et là, on y arrivera à la coordination. Bien sûr. Et Bernard, alors pour toi, il faut de la démocrature. Oui, la démocrature, c'est un de mes dadas avec le fait de faire aussi. Et moi, je pense que ça va marcher parce que les citoyens deviennent intelligents, ils deviennent activistes. Et je parle beaucoup avec mes enfants qui sont des vingtenaires, bientôt trentenaires. Et donc, je comprends que quelque chose est en train de se passer. Et ce n'est pas simplement sur les déserts médicaux, mais il semble y avoir une pression générale politique. Et donc, grâce à ça, Ghislaine, la volonté courageuse va se développer, probablement parce qu'elle sera incontournable. Sinon, pas de vote. Alors du coup, osons le dire, Guylaine, il faudrait presque une journée nationale de la prévention pour qu'on inscrive tous ces usages dans l'esprit des Français, non? You have a dream. Oui,
Oui, exactement. C'est mon rêve. À l'heure actuelle, la dernière des solutions, gouverner, c'est prévoir, prévoir, c'est gouverner. C'est véritablement de mettre plus de moyens et de faire réaliser à quel point la prévention peut nous sortir de l'ornière. Non, je ne vais pas vous faire le coup de mes 6 P, vous les connaissez, il suffisait, on les trouve partout. À l'heure actuelle, simplement, là, tu vas me dire, d'habitude, tu ne donnes pas des chiffres, mais je les ai trouvés là. Les dépenses consacrées à la prévention représentaient moins de 2% de l'ensemble des dépenses de santé, soit une part inférieure aux 3,1% de moyenne de l'Union européenne. Wow, il y a de la marge. Donc, pour finir, moi j'oserais dire, il va falloir de plus en plus chasser en meute. On est plus intelligent dans plusieurs têtes. Et naturellement, il faut penser coordination aussi au niveau économique pour que nos industriels, nos inventeurs, nos innovateurs trouvent des commandes en masse. Il faut de la masse. Donc ça, si on arrive... Parce que comment dire, tout ce qui est technologique, on sait faire. Maintenant, il n'y a plus qu'à trouver des commandes. Mais pour trouver des commandes, il faut aussi coordonner et il faut arriver à faire en sorte que que les commandes aillent à nos petits entrepreneurs, à nos start-up, mais aussi nos grands groupes, oui, naturellement. Oui. Bon, en tout cas, merci pour ce mot de la fin, Guylaine, et cette idée de journée nationale de la prévention. J'espère qu'elle va cheminer. Donc, on la lance ici. Merci à vous tous. Vous pouvez les applaudir bien fort. Voilà.